Dans l'histoire intellectuelle de l'Occident, le Moyen-Âge reste une énigme. L'Europe, alors livrée aux barbares, tourne le dos à la pensée antique. Les traditions philosophiques et scientifiques grecques sont perdues. Puis, après une amnésie de 7 siècles, comme par miracle, ces traditions réapparaissent et irriguent à nouveau les grands débats intellectuels européens. Comment cette résurrection a-t-elle été possible? Les trésors de la pensée antique n'ont-ils pas été, entre-temps, recueillis et développés ailleurs? C'est pour élucider cette énigme que Baghdad el-Nadi et Adel Rifat nous proposent un voyage à travers le temps. De la Mecque à Bagdad, du Caire à Fès, de Cordoue à Samarcande. La chute de Rome en l'an 476 après Jésus-Christ, c'est la disparition de l'État, la ruine des grandes villes, le recul dramatique de l'écriture, l'effacement de la mémoire collective européenne. Tandis que s'éteignent les derniers feux de la romanité, l'Europe s'enfonce dans une longue période d'insécurité et de peur, sous le joug chaotique des tribus barbares qui viennent de détruire l'Empire. La forêt redevient maîtresse du paysage, où l'espace cultivé retombe à 4%. Tandis que l'Église, dans son combat contre le paganisme et les hérésies, s'efforce d'asseoir son autorité sur la hantise du péché et la peur de l'enfer. Dans les monastères, les manuscrits qui ont échappé au naufrage général de la culture antique sombrent dans l'oubli. Heureusement, cette culture avait largement essaimé hors d'Europe, au sud et à l'est de la Méditerranée, particulièrement en Égypte. Alexandrie a été durant plusieurs siècles l'immense et prestigieuse capitale du monde hellénistique. Son université, son académie et sa bibliothèque qui compta jusqu'à 700 000 volumes ont attiré les plus grands savants, Ptolémée, Archimède, Euclide, Hippocrate, Galien, jusqu'à Philon et l'école néoplatonicienne. Byzance, héritière naturelle de Rome, possédait elle-même un très riche fonds de manuscrits philosophiques et scientifiques grecs, mais il recouvrait d'une chape de silence. En proie à des crises religieuses récurrentes, elle ne se souciait pas d'entretenir de libres débats philosophiques, mais de consolider les dogmes du christianisme orthodoxe. Au VIe siècle, par durcissement dogmatique, elle en vint même à fermer l'Académie d'Athènes, comme celle d'Alexandrie. La plupart des savants qui entendaient perpétuer les savoirs de ces écoles cherchèrent alors refuge auprès de l'ennemi juré de Byzance, la Perse sassanide. Les deux empires rivaux se livraient en effet depuis des siècles une guerre sans merci. Or, l'empire perse, dont la religion officielle était le zoroastrisme, abritait une population chrétienne nestorienne qui s'opposait aux dogmes orthodoxes de Byzance. Cette rivalité doctrinale allait favoriser la survie en Perse de la tradition philosophique grecque, mais une survie au ralenti, comme en veilleuse, en attendant un souffle nouveau. Ce souffle allait venir de là où personne ne l'attendait, de la lointaine Arabie. Les Arabes, ça commence où?
personne ne sait. Mais la plus ancienne attestation, c'est vers 850, je crois, avant Jésus-Christ. Une bataille Karkar en Syrie, où il y avait une coalition de différents petits royaumes de l'époque, parmi lesquels il y avait, je ne me rappelle plus, 500 ou 800 chameliers arabes. Et c'est là qu'on voit le mot arabe pour la première fois pour désigner un peuple du côté de la Syrie-Palestine par là. En somme, chaque tribu jouait le rôle d'une nation, d'un peuple maintenant. C'était une unité. Alors il y avait quelques institutions communes, comme il commence à y en avoir en Europe. La langue était commune pour la plupart, les 3/4 du pays. Ensuite, il y avait la littérature orale, la poésie surtout. Et il y avait ça, il y avait le calendrier. Il y avait une tribu qui était chargée d'établir un calendrier à peu près commun, puisque c'était l'année lunaire, ça variait beaucoup suivant les tribus et tout. Alors bon, on avait fait une règle fixe. Au moins, ça avait l'avantage de fixer la date des foires. Il y avait des tribus tout à fait nomades, puis il y avait des semi-nomades, et il y avait, comme dans toutes les sociétés nomades, il y avait des cités, des villes caravanières. Alors c'était des centres, effectivement, et en général marqués aussi par une implantation religieuse, un temple où on allait en pèlerinage. Alors nous avons le fameux pèlerinage de la Mecque qui dure jusqu'à maintenant, une fois qu'il a été islamisé, le Hajj. Mais nous savons, le Hajj c'est un mot sémitique général, se dit Hag en hébreu, qui veut dire fête, tout simplement. Sauf dans le sud de l'Arabie, ces tribus parlent une langue que l'on reconnaît partout comme l'arabe, cousine de l'araméen et de l'hébreu. Mais cette langue, qui s'écrit très peu, comporte pratiquement autant de dialectes qu'il y a de tribus. Et certaines de ces tribus ont débordé la péninsule vers le nord, pour constituer 2 petits royaumes, l'un vassal de Byzance et l'autre de la Perse. Ces 2 royaumes ont longtemps constitué des carrefours caravaniers prospères, permettant vaille que vaille la poursuite du commerce entre les 2 empires ennemis, et au-delà, entre l'Asie centrale et le nord de l'Europe. Mais dès le VIe siècle, l'effroyable guerre que se livraient les Byzantins et les Perses finit par provoquer la dislocation de leurs royaumes vassaux. C'est alors que le grand commerce intercontinental se chercha une base d'appui épargnée par la guerre, plus au sud, à l'intérieur même de la péninsule arabique. Ce fut la Mecque. La Mecque est depuis des siècles un lieu de pèlerinage, où de nombreuses tribus polythéistes font momentanément taire leurs querelles une fois par an pour vénérer ensemble la pierre noire. C'est un espace de paix, de négociation, où les grandes caravanes trouvent le havre idéal qu'elles cherchent. La Mecque connaîtra alors une brusque et considérable prospérité, qui fait vaciller les valeurs de solidarité tribale, en même temps que les vieilles traditions polythéistes. C'est sur ces entrefaites que Mohammed apparaît. Issu d'une branche pauvre de l'une des grandes familles mécoises, Mohammed a commencé par gérer le commerce florissant de sa femme et à ce titre a voyagé à la tête de différentes caravanes, au cours desquelles il a eu des rencontres enrichissantes et qui l'ont notamment sensibilisé aux messages juifs et chrétiens. C'est un esprit supérieur, que ses prédispositions mystiques conduisent à effectuer quand il le peut des retraites solitaires en plein désert.